Voyage, Bien-être et santé, musique, mode et beauté, trucs et astuces. Dans 100% Lifestyle. Bonsoir les amis, bonsoir Yann, je suis ravie de vous retrouver sur votre radio pour 100% Lifestyle. Nous vous embarquons pour 1 heure de magazine, d'actualité, du quotidien, mais aussi d'évasion et de musique. Vous nous retrouvez bien entendu, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook au nom de l'émission. Des publications tout au long de l'émission vous attendent, donc n'hésitez pas, il y a aussi des exclus et bien entendu les messages privés. Vous pouvez y aller, je réponds toujours. Comment ça va Yann ? Bonsoir Anne-Claire, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette presque nouvelle année d'ailleurs, hein, mais oui, il faut le dire. Et puis comment tu vas toi en cette soirée, prête pour une nouvelle heure de 100% Lifestyle ? Moi je dis, on embarque sur le sommaire. Eh bien c'est parti, dis-nous tout, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien écoute, oui, on démarre avec En route pour l'aventure. C'est Malte qui est un petit archipel mais qui a une très très grande histoire. Et puis ensuite on poursuivra avec la minute soignante d'Anne-Claire, ce que vos rêves révèlent sur votre santé mentale. Je suis assez curieux, j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous dire sur ce sujet. Moi j'ai hâte de réécouter la chanson de Chanson Story qui suivra avec Acerere de la SketchUp, c'est ça ? Exactement, mais oui, qui a un petit peu plus de 20 ans maintenant. Ah, ça nous rajeunit pas tout ça. Ah non, ça je te confirme. Hâte de connaître aussi la traduction des paroles que tu me donneras dans quelques Bien instants. sûr, tout évidemment, à fait. mais Tu oui. sais que c'est ma langue maternelle. Effectivement. Et puis juste après ta langue maternelle, c'est peut-être tes trucs et astuces, je ne sais pas, après la minute soignante. C'est mieux, ami. oui. Ah bah oui, puis aujourd'hui tu vas nous proposer un petit truc et astuce sur empêcher la buée de revenir chaque matin sur vos fenêtres. Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Mais surtout, le plus drôle, on l'a gardé, c'est le piégeons-nous. Ah oui, on l'a gardé, enfin c'est surtout elle qui me piège en général, mais bon, je dis ça, je dis rien. Qui tombera dans le piège de l'autre ? J'ai hâte d'être déjà à la fin de l'émission pour savoir. Alors dis-nous tout Anne-Claire, par quoi on commence actuellement ? En route pour l'aventure ? Tu es prête pour aller à Malte ? Allez, c'est parti. En voiture tout le monde. Eh ben dans ce cas, c'est parti. En route pour l'aventure, Malte, petit archipel, mais grande histoire. Et quelle est la capitale de Malte, Anne-Claire ? Malte. Voilà. C'est Ne change pas une équipe qui gagne. Bêtisier saison 2, ça a bien commencé aussi. Non, c'est La Valette, hein, figure-toi. Et ce que je ne savais pas... C'est vrai. Oui, mais c'est bien quand je l'ai dit, c'est très facile Oui. aussi. Hein. Et ce que j'ai découvert en préparant cette émission, c'est que c'est même pas la ville la plus peuplée du pays, figure-toi. Ah bon ? Et ben non, en fait, la C'est quoi capitale la de Malte densité de n'a que population ? 5200 habitants. C'est C'est pas tout beaucoup quand même. Et la ville la plus peuplée n'en a que 30 000 habitants. Ah, c'est calme. Au nom imprononçable d'ailleurs. Et puis Vas-y, dis-nous. Ah, je l'ai pas là, je ne l'ai pas. Non, j'ai hésité ça de justesse. Mais oui. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que Malte, c'est le 10e pays le plus petit au monde. Il n'y a que 316 km². En fait, c'est l'équivalent de 3 fois Paris intramuros. Ah, parfait, tu peux même en faire le tour à pied en une journée. Ouais, enfin, c'est un archipel, t'as plusieurs îles quand même. Donc, il faut prendre le bateau et compagnie. Hein. Ouais, si, quand même. Et t'as 542 000 habitants. C'est pourtant le 6e pays le plus dense au monde. Tu as plus de 1700 habitants par kilomètre-carré. Oh non, il y a trop de monde. Qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Mais bon, Malte, c'est pas une île, contrairement à ce que l'on pourrait penser. C'est bel et bien un archipel. Situé, je sais que tu le sais Anne-Claire, en plein cœur de la mer Méditerranée. Qu'est-ce qu'il y a au nord alors Anne-Claire ? Une île ou pas une île ? Au nord de la Méditerranée ? Au nord de Malte. Parce que c'est de Malte dont on parle. Hein. Oui, mais je croyais que tu me demandais au nord de la Non, Méditerranée. au nord de Malte, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, Malte.
Eh ben la Sicile, là, c'est bien, à 93 km au nord, félicitations, elle est toujours aussi douée en géographie. Et puis il y a aussi la Libye au sud, à 333 km de distance, direction l'Afrique du Nord. Autant vous dire que Malte, c'est quand même quelque peu bien isolé. Alors c'est un archipel avec 11 îles, mais une histoire très chargée, et puis surtout beaucoup d'occupations. Parce qu'au niveau histoire, si vous aimez, c'est là qu'il faut aller. Parce que t'as les Phéniciens, t'as les Grecs, t'as les Romains, t'as les Arabes, t'as les Normands, t'as les Britanniques, t'as même les Français. Les Normands de la Normandie ? À l'ère moderne, ouais, bah oui, oui. C'est au Moyen-Âge, t'avais les Normands de Normandie, mais qui n'étaient pas les Normands français, tu vois, d'aujourd'hui, comprends-tu ? Ça fera l'objet d'une autre chronique. Merci. Bah oui. Allez, cap sur Malte, c'est parti. Il faut dire que sa situation à mi-chemin entre l'Europe et l'Afrique a attiré beaucoup de convoitises. La preuve, avec l'histoire. Et est-ce qu'on commencerait pas par... tu nous ferais pas un petit topo sur la capitale ? Du coup, maintenant, je le sais, La Valette. Alors c'est plus qu'une capitale, c'est une cité historique, avec la plus forte concentration de monuments historiques au monde. Il y en a 320 quand même. Ah, waouh ! Je rappelle que La Valette, c'est un peu plus de 5000 habitants. 542 000 habitants pour Malte, c'est pas énorme non plus. Niveau densité de monuments historiques, on y est bien aussi. Les rues sont parfois étroites, très colorées, et tous les monuments historiques sont aussi regroupés. T'as le quartier de Birgu, par exemple, qui vous en mettra plein la vue, c'est magnifique. On y reviendra. Les Maltais, ils aiment bien la mer et le sport aussi. Puis en septembre, c'est place à la régate. Je t'y emmène, l'année prochaine. Ah oui, je t'y emmène. J'ai pas beaucoup le pied marin. Ah dans ce cas, petit conseil, dans cette ville pas très grande, si t'as pas le pied marin mais que t'as plutôt le pied terrien, tu peux emprunter le vélo ou la voiture électrique. Ah non, j'ai mieux même. T'as le tuk-tuk aussi. Ah, trop bien. Ah oui. J'en ai déjà fait. T'as même le bus vintage aussi. Ah, et ça, c'est pas mal. Bon, sinon, t'as le ferry aussi, de part et d'autre de la ville. C'est pas plus mal non plus. Mais pour toi, beaucoup moins. Et puis, l'incontournable de la ville, c'est le fort Saint-Helme. Il est situé tout au nord de la Valette. Il surplombe la mer. Et ce fort a été construit sous forme d'étoile au XVIe siècle pour se protéger des attaques voisines contre les Ottomans. Et aujourd'hui, c'est carrément un musée. C'est un musée de la guerre. Eh oui, wow. Parce qu'il a résisté au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont exposés dans ce musée les pièces militaires et plein d'autres objets de la période britannique, puisque Malte a fait scission, en quelque sorte, a eu l'indépendance des Britanniques au XXe siècle. Et ça abrite aujourd'hui aussi l'Académie de police maltaise. Et oui. Et puis petite anecdote également sur ce fort, c'est ce fort qui a servi de décor pour les cinéphiles au tournage de Midnight Express d'Alan Parker en 1978. Pour celles et ceux qui ont vu le film, c'est toutes les scènes de prison de ce film, ça a été tourné dans ce fort à Malte. Eh bien, voilà qu'en plus, il nous fait un petit point, pardon. Un peu toi, c'était beau. T'es bien du Nord, toi, un peu toi. Un petit point. On salue les Picards qui nous écoutent. Ciné-culture. C'est vrai juste en face de La Valette se regroupent 3 cités qui constituent l'un des joyaux historique du pays. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Ah mais avec grand plaisir, les 3 cités à Malte, c'est très connu. T'as Sanglea, t'as Vittoriosa et Cospicua, dans la zone connue comme étant la Cotonera. En fait, ça a servi de refuge, ces 3 cités, ou de bastions de défense et de foyers pour les différents peuples de Malte qui ont conquis le pays. Et on retrouve ces traces sur les monuments de ces 3 cités. Par exemple, la première cité, Sanglea, c'est le fort Saint-Michel qui est l'attraction touristique, puisque tu as un œil et une oreille taillés sur les côtés et qui représente la surveillance accrue des chevaliers pour protéger la ville. Très beau. Très beau symbole, je trouve, oui. Personnellement. Et depuis ce fort, on a une vue imprenable sur la Valette, mais aussi le port de Sanglea et la ville voisine. Incroyable. Et quelle est cette ville voisine ? C'est la deuxième cité, Vittoriosa bien sûr, connue pour les Maltais comme Birgu, dont je parlais tout à l'heure. Avec les maisons colorées ? Et les rues étroites ? Évidemment, comme partout à Malte quand même. Et puis c'était la capitale de Malte aussi jusqu'en 1565. Ouais, c'était Vittoriosa. J'ai une petite question. Est-ce que l'architecture de Malte s'est inspirée plutôt italien ou dans la espagnol ? mesure où il y a eu
plein d'occupations et plein de peuples. C'est pour ça que c'est vraiment très historique, Malte, c'est que t'as un petit peu du tout en fait. D'accord. T'as vraiment un petit peu de tout et c'est ça qui est la particularité aussi de ce petit archipel, c'est que t'as un truc du français, des britanniques. En fait, c'est toutes les traces qu'ont laissé l'ensemble des personnes qui ont occupé, on va dire clairement, le territoire. Bon, va encore falloir que j'enfile mes bas de contention pour pouvoir prendre l'avion pour y aller, quoi. Ah oui, ça je te confirme. Et puis, il y a aussi le palais de l'Inquisiteur, c'est le monument incontournable, Vittoriosa ou à Birgu pour les Maltais. C'est aussi une ancienne prison qui abritait la résidence officielle et le tribunal de l'Inquisiteur pendant plus de 200 ans quand même, jusqu'en 1798. Quelque chose me dit qu'il valait mieux pas être emprisonné à ce moment-là, à cette époque-là. Surtout. Pas sûr que ce soit l'idée de l'année. Ouais, non, je confirme. Non. Et puis, dernière cité, Cospicuas, aussi appelée Bormla, à Malte. 5500 habitants seulement. C'est la plus récente des trois, mais aussi la plus grande. Et là aussi, tu as de très belles fortifications, dont le Saint-Hélène Gate, la porte de Sainte-Hélène, tout simplement, construite au XVIIIe siècle par un architecte français. Ça répond entre autres à ta question. Cocorico. Eh oui, exactement. La dernière partie de notre voyage sur une autre île plus au nord, mais toujours à Malte, l'île de Gozo. Exactement. Est-ce que tu sais quoi nous dire ? Ah bah oui, c'est la deuxième île du pays par sa superficie, c'est une île vraiment plus sauvage qui se trouve au nord de Malte et elle est réputée pour ses vestiges mégalithes millénaires. Ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et le nom de l'île Gozo viendrait des Romains. En fait, c'est une grande importance de Gozo pour eux, les Romains, puisque ils leur confient leur propre administration et leur propre monnaie. Aussi, c'était presque un pays dans le pays, en quelque sorte. Et la capitale de l'île, justement, c'était Victoria ou bien Ir-Rabat. Rabat, c'est la capitale du Maroc actuellement. Oui. Ir-Rabat, j'aime beaucoup quelque part ce clin d'œil. Pareil, Victoria, j'imagine, par rapport à la reine Victoria, de par l'occupation britannique de l'époque. Il y a aussi de magnifiques églises à Gozo. Tu as la cathédrale et la basilique Saint-Georges. Cathédrale dans une grande citadelle posée sur le site d'un temple romain. Tu as aussi l'église de la ville de Xukidja, à voir, parce que reconnaissable à son gigantesque dôme, c'est le 3e plus grand dôme au monde. Il est à Malte et l'église a été seulement construite il y a 74 ans, c'était il y a pas longtemps. J'adore visiter les églises. Ah bah de toute façon, tu visites les églises, tu visites quelque part la ville, parce que c'est un petit peu ça aussi. Et puis bien sûr, Gozo, c'est aussi les plages, les baies, les criques. C'est idéal pour la baignade, c'est idéal pour les sports nautiques, c'est pourquoi je t'y emmène l'été prochain. Voilà, t'es au courant. Ah, ok. Faut que je pose mes congés à quelle date ? 2 mois, juillet-août. D'accord. Il n'y a pas d'émission, donc on peut après tout. Du coup, comme tu m'y emmènes, tu sais que c'est quelque chose qui me plaît. Va peut-être falloir qu'on sache ce qu'on mange là-bas. Ah ben, je ne te le fais pas dire. Et puis ce qu'on boit aussi. D'accord. Je suis sûr que la boisson 100% maltaise, elle va t'intéresser. Allez. La Kini, ça te dit quelque chose ? Pas du tout. C'est un soda légèrement pétillant qui met l'amertume de l'orange à des notes d'herbes aromatiques. Ah, pardon. Il y a ça en Italie aussi. Oui. Ah oui, après c'est souvent à Malte aussi qui boivent ça. Et puis il y a aussi le thé. Le thé est bu avec une tranche de citron ou au lait concentré, pareil, parce que les Britanniques. Oui, forcément. Et puis c'est là que toi tu vas bien te marrer. C'est la spécialité maltaise, le lamb focil foire, une viande aux herbes cuites à la vapeur. Tu t'es entraîné combien de temps pour pouvoir le dire ? Toute la semaine. Merci. Et puis le stufat al carnit, c'est un ragoût de poulpe aux tomates cuites dans du vin rouge. C'est une spécialité de Malte. Non, merci. Bon appétit si vous êtes à table, comme quoi ce n'est pas parce que Malte est petit qu'il n'y a rien à voir ou à manger. Bah oui, la preuve. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que ici dans cette émission, on écoute aussi de la musique après avoir voyagé. Retour en France avec Si demain tout s'arrête, c'est Charles Doré que vous écoutez sur votre radio préférée. Et puis juste après, Anne-Claire, ce sera à ton tour. Ce sera ta minute soignante. À tout de suite dans 100% Lifestyle, bien. Et c'était Charles Doré avec Si demain tout s'arrête. Mais l'émission ne s'arrête pas encore. La preuve, Anne-Claire est toujours avec nous pour nous proposer sa minute soignante. Alors c'est bien parce que on est en fin de journée comme ça, Anne-Claire, et puis c'est pas encore tout à fait l'heure de dormir. On n'en est pas loin et pourtant c'est un petit peu ce que tu vas nous proposer puisque tu vas nous emmener vers de beaux rêves. J'espère des beaux quand même, rassure-moi. Ah bah écoutez, moi c'est tout ce que je peux vous souhaiter, des beaux rêves. Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans ta minute soignante.
Et aujourd'hui, dans ta Minute Soignante, on va parler, parce qu'on le rappelle, tu es infirmière, ce que vos rêves révèlent sur votre santé mentale. Tout un programme. Et oui, qu'ils prennent la forme de balades dans des paysages étranges ou de courses effrénées devant un danger invisible, les rêves fascinent, inquiètent parfois, mais intriguent toujours. Qui ne s'est jamais réveillé avec la sensation que son inconscient voulait lui passer un message crypté glissé sous la porte de la réalité nocturne? Comprendre ce que révèlent nos rêves devient plus qu'une curiosité. C'est un véritable outil pour décoder son état intérieur et préserver sa santé mentale. L'occasion de nous plonger dans l'univers des rêves quand le cerveau s'exprime la nuit. Le rêve, c'est quoi, un terrain du jeu de l'inconscient, c'est ça ? C'est ça exactement. La nuit, loin du tumulte de la journée, le cerveau s'offre un espace de liberté étonnant. Les rêves seraient ainsi le théâtre où l'inconscient joue ses plus grandes scènes, revisitant souvenirs, peurs, désirs ou contrariétés. Si leur scénario semble parfois absurde ou décousu, ils témoignent en réalité de processus psychiques essentiels. Digestion émotionnelle, résolution de conflits internes ou simple manifestation d'une créativité sans bride. Et puis si on décrypte ces scénarios nocturnes, quels sont, je sais pas, les symboles, les émotions, je sais pas, les souvenirs ou autre chose ? Eh bien, sachez que les rêves n'utilisent pas le langage relationnel. Ni rationnel surtout. Ils parlent en symboles, en images marquantes, en situations qui semblent sortir d'une pièce de théâtre un peu folle. Un train loupé, une maison étrange, une chute interminable. Derrière chaque détail se cache souvent un état émotionnel ou un souvenir en attente d'être traité. Ce dédale d'images sert de miroir à ce qui travaille chacun dans l'ombre, les angoisses, les espoirs cachés ou les besoins insatisfaits. Prêter attention à ses rêves, c'est déjà amorcer un dialogue avec soi-même. Et parfois, c'est trouver la clé pour avancer. Alors, des fois, on rêve, des fois, on a tendance peut-être à stresser. L'inconscient peut-être stresse. C'est quoi un dialogue intérieur bénéfique, rêve et stress ? Ah là, je te laisse le découvrir. Les rêves ne sont pas de simples histoires à dormir debout. Ils contribuent à apaiser les tensions psychiques en jouant sur des scénarios variés. Le cerveau tente d'explorer différentes réponses à une situation stressante ou d'intégrer les émotions accumulées. Il n'est pas rare, après une période de stress telle que une rentrée professionnelle, un bouleversement personnel, de faire des rêves plus intenses, plus colorés ou au contraire perturbants. Plutôt que de les craindre, il est souvent bénéfique de s'y pencher pour mieux comprendre les signaux que le mental envoie. Donc, rêve et stress, on est bien d'accord ? Oui, mais c'est en s'y penchant qu'on le comprendra. Exactement. Et puis si on fait un petit peu sorte de miroir des émotions, c'est quoi les troubles psychiques à travers les songes aussi ? Oh oui, nos songes sont très révélateurs. Parfois, les rêves signalent aussi des déséquilibres plus profonds. Cauchemars récurrents, rêves d'angoisse ou perte du souvenir. Des songes peuvent être le reflet d'une anxiété latente, d'un trouble du sommeil ou même d'une dépression naissante. Alors qu'est-ce qui serait le mieux ? Tenir un journal des rêves histoire de se souvenir de ce que l'on a rêvé pendant la nuit ? Ah ça, bon courage pour tenir le journal des rêves. Je confirme, oui. Moi-même, en me réveillant, je me souviens plus de ce que j'ai rêvé. Bah, pas toujours tout le monde, effectivement. Mais en même temps, c'est avec ce foisonnement nocturne, noter ses rêves au réveil reste une des clés pour débuter un travail d'introspection. Déjà, c'est une remise en question sur soi-même et c'est déjà ça d'amorcer le travail. Un simple carnet posé sur la table de nuit peut suffire. Quelques lignes sur une sensation, un personnage, une couleur récurrente, rapidement des thèmes émergent. Des motifs se dessinent, révélant une histoire en filigrane. Ce rituel, même pratiqué épisodiquement, aide à mieux repérer ses propres cycles émotionnels et à anticiper les périodes de tension. Et on est toujours dans la Minute Soignante d'Anne-Claire avec les rêves, bien sûr, ce que nos rêves révèlent sur notre santé mentale. Dis-nous tout, Anne-Claire, l'interprétation intuitive, c'est quoi ? Apprendre à écouter ses besoins profonds, c'est ça ?
Écoute, inutile de courir après les dictionnaires de symboles. L'interprétation la plus pertinente reste souvent la plus personnelle. Au lieu d'attribuer une signification toute faite à chaque élément, il s'agit de ressentir. Qu'est-ce que ce rêve vous évoque ? Cette peur d'arriver en retard traduit-elle simplement un stress professionnel ou c'est plus profond ? Cette forêt sombre n'évoquerait-elle pas un besoin d'aventure ou de se connecter à la nature ? Seul vous pouvez y répondre. Mais alors quand il faut, je sais pas, consulter par exemple, quand est-ce qu'on peut repérer les signaux d'alerte dans ses rêves ? Encore une fois, faites-vous confiance. Certains rêves méritent plus d'attention que d'autres. Cauchemars récurrents, sentiments persistants de malaise au réveil ou rêves envahissants peuvent constituer des signes à ne pas négliger. Lorsque l'univers onirique prend une teinte trop sombre ou qu'il perturbe le quotidien, il est parfois nécessaire d'en parler à un professionnel qui saura vous accompagner dans la réflexion et aider à retrouver sérénité et équilibre. Et alors comment on peut intégrer les enseignements des rêves dans son quotidien si tant est qu'on s'en souvienne ? Et oui, parce que tel des fables de La Fontaine, vos rêves vous apprennent toujours sur votre vie. On utilise ces rêves comme une boussole intérieure. C'est choisir de s'écouter encore plus profondément. Une angoisse récurrente, repérée en rêve, peut inviter à changer une habitude, à renouer le dialogue avec un proche ou à ralentir le rythme dans une période de surcharge. Les enseignements tirés la nuit peuvent éclairer des choix très concrets, parfois invisibles, à la lumière du jour. Du coup, c'est là que tout s'exprime. La nuit porte toujours conseil. Donc en fait, en conclusion, faire de ses rêves un atout, c'est pour grandir et s'apaiser. Si je C'est comprends ça. bien. Au final, les fonctions psychologiques des rêves se révèlent cruciales pour la santé mentale. Évacuation des tensions, mise à distance des conflits intérieurs, ouverture vers de nouvelles solutions. En apprenant à décoder son langage nocturne, chacun se donne la possibilité de grandir, de s'apaiser et de cheminer vers un mieux-être durable. Comme si chaque matin, les clés d'une meilleure santé mentale se trouvaient déjà sous l'oreiller. Comprendre ses rêves n'a rien d'un gadget. C'est un véritable voyage intérieur qui peut transformer la manière d'aborder le quotidien. La prochaine fois qu'un rêve surprenant vous réveille, pourquoi ne pas y voir une opportunité offerte par votre inconscient ? Ce pourrait être le moment idéal pour entamer ce dialogue précieux et bénéficier pleinement de ces messages silencieux, que ce soit pour une saison ou pour toute une existence. Mais ce qui reste pour toute l'existence, c'est Chanson Story. Et dans Chanson Story ce soir, tu nous fais découvrir, ou redécouvrir plutôt, un tube qui a un peu plus de 20 ans, si je me trompe pas, tu vas tout nous dire. C'est la SketchUp avec le titre Aserere. Tu t'en souviens de ce titre, Anne-Claire ? Oh oui, qu'est-ce que j'y ai dansé sur l'été. Eh ben, souvenez, si avant vous en souveniez pas, je suis sûr aussi qu'elle vous rappelle plein de souvenirs comme Anne-Claire par exemple, n'est-ce pas ? Eh ben oui, forcément, la SketchUp avec Aserere, ce premier titre, premier album studio aussi de ce groupe espagnol composé de 3 sœurs. C'est aussi le premier tube, et le seul et l'unique d'ailleurs de la SketchUp. Bah oui, elles ont pas fait carrière malheureusement. Alors est-ce que tu connais l'histoire de cette chanson ? Je parle des paroles, l'histoire des paroles de la chanson, Anne-Claire. Je veux que tu m'apprennes tout. Parce que je vais peut-être te surprendre là-dessus, j'aime te surprendre ma vie. Parce qu'en fait, la chanson c'est l'histoire de Diego, un afro-gypsy rasta, tel qu'elle le dit dans la chanson, qui entre dans une boîte de nuit à minuit, totalement blindé, ce qu'on peut plus faire aujourd'hui, et dès que le DJ voit ce Diego, il lance la chanson de minuit à minuit, évidemment. Et c'est précisément la chanson qu'il préfère. Alors, on n'a jamais vraiment rien compris à la chorégraphie qu'on exécute machinalement sur cette histoire-là, on va pas se mentir. Encore moins aux paroles, jusqu'à aujourd'hui, on va pas se mentir non plus. Et pendant 15 ans, on n'a même jamais rien compris au texte. Bah, je crois que de toute façon, hormis répéter tout le long pendant qu'on danse parce que nous sommes des idiots finis, Aserere, 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 je crois que c'est tout ce qu'on est capable de dire. Alors, à part ça, Aserere, on sait même pas ce que ça veut dire. Donc, à part ça, voilà. Jusqu'à ce qu'un malin trouve la solution confirmée par les sœurs de la SketchUp elle-même. En fait, l'histoire de cette chanson, comment
est venue l'idée. Elles étaient en soirée, et il y avait un morceau américain qui passait ce soir-là. Et c'est un petit peu, un titre qu'elles ont reprise en yaourt. Si je vous dis le titre The Rapper's Delight du groupe de hip-hop américain The Sugar Hill Gang, là comme ça te dit quelque chose, Anne-Claire ? Fais-moi écouter. Eh ben ça donne estime. Ça fait quand même une sacrée ressemblance avec la chanson de la SketchUp. C'est un tube, celui-ci, le tube primaire du coup, c'est un tube de quelle année à peu près ? Les années 90. Ah, voilà. Eh oui. Elles ont aimé la chanson et elles l'ont même chantée en yaourt, celle-ci, figurez-vous. Ce qui fait que les paroles du refrain de la SketchUp sont en fait une espèce de traduction phonétique en yaourt du début de cette musique que vous venez tout juste d'écouter. C'est pas fou ça, que ce qui devait être un simple délire de soirée devient un tube planétaire même plus de 20 ans après. On continue à l'écouter et à danser dessus notamment à la nouvelle année. Souvent, les meilleures idées naissent d'une grande bêtise. Exactement, surtout que la sorte de chanson yaourt qui ne veut rien dire d'une chanson originale, qui ne veut pas dire grand chose en fait, quand on fait la traduction littérale de Rapper's Delight, ça veut pas dire non plus des masses, hip, hop, rap, machin, enfin t'as que des trucs comme ça, mais ça, franchement ça veut pas dire grand chose. À noter que Acerere c'est même pas le titre officiel de la chanson de la SketchUp. Non, le titre officiel c'est tout simplement The Ketchup. Ce qui est bien avec cette chanson, Anne-Claire, c'est qu'elle est pas du tout répétitive. Pas du tout. Ça ne donne pas envie du tout de danser. On ne s'en souvient pas. Bah évidemment, The Ketchup Song, Acerere, plus connu sous ce titre-là de la SketchUp, qui est sorti en 2002. À noter que la SketchUp, Mia 4, avec une autre sœur, elles ont participé à l'Eurovision en 2006. Eh oui, pour représenter l'Espagne. Bon, elles ont fini 4e, en partant de la fin. Par contre, Pardon. Elles ont fini 21e. Bon après, on peut pas trop se la ramener, parce que nous, la France, on a fini 22e. Je dis ça, je dis rien. Cette année-là, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le groupe... Non, c'est pas vraiment ça, non, parce que le groupe gagnant, c'était le groupe finlandais Lordi, les métalleux bien costumés en forme de monstres. Un peu du mon bataillon. Qui ont vraiment battu des records. Même Michel Drucker qui commentait, je me rappelle très bien, qui disait, eux, ils gagneront jamais. Ils ont juste explosé les scores. Mais bon, voilà. Toujours se méfier de l'eau qui dort. Exactement, la SketchUp qui s'est dissout d'ailleurs après ce cuisant échec à l'Eurovision, mais ça ne nous a pas empêché de partir en Espagne pour écouter Acerere, la SketchUp, dans 100% Lifestyle. Et puis retour sur Terre, là maintenant, c'est le cas de le dire avec ta chronique, Anne-Claire. Puis c'est pas un mot des beautés, c'est un truc et astuce ce soir, c'est ça ? Ouais, exactement. Eh ben, découvre-l'on tout de suite. Découvrons-l'on, tiens, ça fait penser à melon, c'est allez, bien, c'est parfait. très pratique. Après, on dit que c'est moi qui viens du Nord, Bah non, le melon c'est le sud, c'est Cavaillant, excuse-moi. Retrouve-l'on, excuse-moi, mais bon. Retrouve-l'on, ça fait melon, ça fait le sud, toi tu représentes le nord, voilà, chacun a son... Il a le melon ce garçon. C'est pas faux. Allez, truc et astuce. C'est peut-être parce que j'avais de la buée sur mes lunettes que j'ai pas pu prononcer correctement la phrase. Oh. Mais si on veut empêcher la buée de revenir chaque matin sur ses fenêtres, c'est pas bête ça ? Comment on fait ? La buée sur les vitres et la condensation dans nos habitations sont des problèmes fréquents, voire même très très récurrents. Ces phénomènes, bien qu'ils puissent sembler anodins, sont souvent les symptômes d'une humidité excessive qui, à terme, peut entraîner des désagréments plus graves. Moisissures, dégradation des murs ou même problèmes de santé, il existe heureusement de nombreuses solutions pour s'en débarrasser. Voici tout ce qu'il faut savoir pour retrouver un intérieur sain. Mais alors, pourquoi la buée et la condensation apparaissent-elles ? Ah, sacrée question. Ah oui, bah ça va me donner des solutions, autant savoir pourquoi, tant qu'à faire. Eh bah écoute, t'as 2 heures, une copie double, et puis vas-y. Je vais plutôt aller dans ma voiture, finalement. Ça, c'est la saison en plus. La condensation résulte d'un déséquilibre entre l'humidité présente dans l'air intérieur et la température des surfaces. Lorsque l'air chaud et humide entre en contact avec une surface froide, attention, je vous fais un petit peu de physique-chimie, telle qu'une vitre, je parle en surface froide, une vitre, du marbre, ce que vous voulez, l'excès d'humidité se transforme en... Eh ben, il a pas suivi. En joker. En gouttelette. Bah oui. On peut bien dire que je suis pas doué en capital, mais bon, il y en a un autre, la physique-chimie, c'était pas son fort. C'est sûr que la santé en général, même, c'est pas mon truc du tout. Mais on parle pas santé, on parle non, mais tout ce qui est scientifique, santé, physique, chimie, SVT, mathématiques, je suis pas là. Il me met tout dans le même sac. Mon Dieu, que c'est horrible.
Bon, sinon, revenons-en à notre buée. Ce phénomène est amplifié en hiver. Forcément, les températures extérieures sont plus basses. Oh là là, mon Dieu. Je fais grève aujourd'hui, j'ai plus envie. Et que les fenêtres deviennent des points froids dans l'habitation. Plusieurs activités quotidiennes contribuent à augmenter l'humidité intérieure. La cuisson des aliments, les douches, le séchage du linge ou même la simple respiration des occupants. Je vous invite à plus respirer du coup. Une mauvaise ventilation ou une isolation insuffisante aggrave encore la situation. Une fois installée, cette humidité peut entraîner des problèmes de moisissure qui nuisent à la fois à la qualité de l'air et à l'esthétique des murs. Donc c'est quand même une infirmière qui nous incite à ne pas respirer pour ne pas faire de la buée quand même, j'aime beaucoup. Moi j'ai dit ça ? Oui, t'as dit ça. C'est Ça a pas été enregistré, déformé et amplifié par la suite, crois-moi. Ah bon ? Alors dis-nous tout, Anne-Claire, aérer c'est un geste simple, mais c'est surtout un geste essentiel, on est d'accord ? C'est surtout la première solution pour lutter contre la oui. condensation et d'aérer régulièrement votre logement. En plus que ça élimine les microbes et bactéries, parce que du coup, on renouvelle l'air. En même temps, ça fait partie du bon, dirons-nous, déroulement de la maison pour son entretien. Ah bon ? Oui. Oh. Ouvrir les fenêtres pendant 10 à 15 minutes chaque jour est indispensable. Oui, même en plein hiver, on ouvre 10 à 15 minutes. Cette habitude permet de renouveler l'air intérieur et de réduire le taux d'humidité. Si votre logement dispose d'une ventilation mécanique contrôlée, attention, VMC, assurez-vous qu'elle fonctionne correctement. Une VMC performante extrait l'air humide des pièces comme la cuisine ou la salle de bain pour éviter qu'il ne stagne. En son absence, il est crucial de créer des courants d'air en ouvrant simultanément plusieurs fenêtres pour améliorer la circulation de l'air. Et j'imagine que maintenir une température stable, tant qu'à faire, c'est aussi simple et essentiel, non ? Encore une fois, cours de physique-chimie. On disait tout à l'heure que à l'intérieur de la maison, avec des températures plus ou moins élevées ou stables, avec l'air extérieur, avec les vitres notamment, condensation, buée. Du coup, un chauffage adapté est également une arme efficace contre la condensation. Tu avais parfaitement raison. Une température constante et équilibrée aide à éviter les écarts thermiques responsables de la formation de buée. Les experts recommandent une température de 19 à 20 degrés dans les pièces principales. Et dans ta chambre, Yann, tu me feras le plaisir de mettre le radiateur entre moins 15 degrés. Entre 17 et 18, s'il te plaît. Pas moins 17 ou moins 18, non ? Non. Ah, mince. Il est également conseillé d'éviter de chauffer excessivement une pièce avant de l'aérer, car cela pourrait accentuer le problème. En même temps, pour la planète et la biodiversité, je suis pas sûre que mettre le chauffage à 38 et ensuite éteindre et ouvrir la fenêtre, c'est le mieux. Ouais, c'est pas faux. Par contre, ce qui est le mieux, c'est quand même les bons gestes du quotidien que tu vas nous donner là maintenant tout de suite. Est-ce que tu connais ces gestes du quotidien ? Oh, ça dépend lesquels, je pense, mais je te laisse les énumérer. Alors, outre la ventilation et le chauffage, on a quelques petites astuces, telles que couvrir les casseroles pendant la cuisson pour limiter l'évaporation. Ça, je fais. Deuxième astuce, arrêtez de respirer. Non, pardon. Utilisez une Ça, je hotte fais pas. aspirante en cuisine et un extracteur d'air dans la salle de bain. Évitez de faire sécher le linge à l'intérieur ou utilisez un séchoir électrique dans une pièce bien ventilée. Donc en fait, l'hiver, quand il fait moins 15 degrés et que tu fais une machine, tu mets la machine à l'intérieur, mais tu ouvres grand la fenêtre du coup, c'est ça ? Ou sinon, tu peux congeler ton linge sur le balcon. Oui, c'est vrai que c'est pratique pour les mettre après, effectivement. Voilà. Adoptez des douches courtes également et pensez à bien ventiler après chaque utilisation de la salle de bain. Et je vous rappelle que pour votre peau, votre corps vous dira merci. Inutile de mettre le thermostat à 42. Trouvé. Ah, c'est le bon DJ Yann Muller qui nous l'a Ah, c'est moi ? remixé. Ah, c'est moi qui l'ai remixé, c'est ça ? Tu t'appelles pas Muller que ça. Ah, non. Sinon ça se saurait que j'étais Bah, avec je m'appelle une star. Yann et je suis alsacien. Ça peut, en même temps, Yann Muller. Ah oui, bah ouais. T'as pas pensé à ça, vous ? Écoutez, il se prend pour une star, mais bon, c'est qu'une star des bacs à sable, mais on lui dira pas. C'est pas faux. Allez, des astuces naturelles pour limiter l'humidité. Qu'est-ce que tu sais un peu ? Ah, rien du tout. Oh mon Dieu, oh là là. Prendre son chat. Il est pas doué. Si vous cherchez des solutions économiques et écologiques, certaines méthodes naturelles sont particulièrement efficaces pour absorber l'excès d'humidité. Et je suis sûre que je ne vous apprends rien en disant que vous pouvez placer des bols de gros sel ou de litière pour chat
près des fenêtres ou dans les endroits les plus touchés. Ces matériaux absorbent naturellement l'humidité. Vous pouvez aussi adopter des plantes d'intérieur qui agissent comme de véritables déshumidificateurs naturels. Parmi les espèces les plus efficaces, on retrouve le Spathiphyllum, ou fleur de lune, et le lyre anglais. Ne me demandez pas à quoi ça ressemble, ni où est-ce qu'on peut le trouver, je n'en sais rien, je vous rappelle que je n'ai pas la main verte. C'est quoi le Spathiphyllum? Je te laisse chercher. D'accord. Ces solutions simples sont idéales pour réduire l'humidité ambiante, mais elles doivent être associées à d'autres mesures pour être pleinement efficaces. Alors, tu as parlé tout à l'heure de déshumidificateurs. Est-ce qu'il faut investir là-dedans aussi? Ça peut être une possibilité? C'est surtout pour les cas les plus sérieux. Un déshumidificateur électrique peut être une option salvatrice. Ces appareils disponibles en différents formats aspirent l'air humide et le transforment en eau récupérée dans un réservoir. Leur efficacité est redoutable, surtout dans les pièces sujettes à une humidité chronique, comme les caves, les buanderies, la salle de bain ou encore la cuisine. Si vous optez pour un déshumidificateur, veillez à choisir un modèle adapté à la taille de la pièce. Ne me prenez pas un mastodonte pour une pièce de 20 mètres carrés. Ça va pas être utile. Les versions portatives conviennent pour des espaces restreints, tandis que les modèles intégrés peuvent gérer l'humidité d'un logement entier. Et puis, quelle est l'importance d'une bonne isolation? J'imagine très grande. Oh que oui. Souvent négligée, l'isolation joue un rôle clé dans la lutte contre la condensation. Les fenêtres à simple vitrage, par exemple, sont des points de faiblesse qui favorisent les écarts thermiques. Remplacer vos vitrages par du double, voire du triple vitrage, réduit considérablement le risque de condensation. De même, vérifier l'état des joints de vos fenêtres et portes est une étape essentielle pour limiter les infiltrations d'air froid. Côté mur, une isolation thermique renforcée permet d'éliminer les ponts thermiques. Ces zones froides où l'humidité a tendance à se concentrer. Bien qu'un tel investissement puisse sembler coûteux, il améliore non seulement le confort de votre logement, mais aussi son efficacité énergétique. Donc en fait, si je comprends bien, un intérieur sain à portée de main, c'est essentiel, c'est simple et c'est aussi important. Tout à fait, parce que la buée sur les vitres, comme vous avez pu le voir, et la condensation, ce n'est pas une fatalité. Avec une ventilation régulière, un chauffage juste pile poil, l'adoption de gestes simples au quotidien, il est tout à fait possible de réduire les désagréments. Et si le problème persiste, investir dans un déshumidificateur ou améliorer l'isolation de votre logement peut s'avérer nécessaire et ça permet aussi d'entretenir le logement. En prenant soin de prévenir l'humidité, vous assurez non seulement la pérennité de votre habitat, mais aussi le bien-être de ses occupants, parce que je vous raconte pas, ça fera l'objet d'une prochaine chronique, avec la respiration des petites moisissures. On a hâte, dites donc. Merci beaucoup Anne-Claire pour cette très très belle chronique. Maintenant, on a plein de trucs et astuces sur ce sujet. Les trucs et astuces, c'est une partie, mais c'est surtout la musique qui s'ensuit pour ensuite le manger tout cru. Manger tout cru, on va voir ça, surtout avec le thème que je t'ai choisi, sachant que la chanson maintenant qui va suivre, est-ce que tu as joué ou tu joues peut-être toujours, je ne sais pas, à la Game Boy? J'ai très peu joué, mais j'ai joué quand même. Tu vois, moi aussi, à l'adolescence, et puis Game Boy, c'est justement le titre d'Océane que l'on écoute tout de suite dans 100% Lifestyle. Et puis promis, après, je te mangerai tout cru. À tout de suite, bien évidemment, dans 100% Lifestyle. Très belle nouveauté, Game Boy d'Océane, qu'Anne-Claire a écouté, je suis sûr, avec attention. Qu'est-ce que tu as pensé de ce titre? J'adore. Ah ouais? Oui. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi, c'est presque frais, c'est léger, je trouve, j'aime beaucoup. C'est ça, vrai, exactement, oui. C'est frais et léger. Voilà, et c'est ce que nous avons écouté dans 100% Lifestyle. Et puis, hélas, ce que nous allons écouter là maintenant tout de suite dans les prochaines minutes, ce sont des questions de culture générale pour l'autre, mais pas combien fait 1 plus 1, parce que sinon ça n'a pas vraiment de grande utilité, n'est-ce pas? 12, oui, 11, comme Jean-Claude Van Damme. Là, Jean-Claude Van Damme au féminin, je l'ai dans le studio. Voilà. En même temps, il a fait de grandes choses, donc... J'ai quand même fait de grandes choses. Je suis déjà présente sur Terre, estimez-vous heureux. Oui,
ou pas? C'était trop tentant. Alors dis-nous, quel est le nouveau nom de cette chronique, Anne-Claire? Le nouveau nom? Il n'y a pas de nouveau nom. Bah invente-le, je sais pas, comme ça. Faut que je trouve comme ça. Ouais, là, comme ça, tout de suite. Tu me lances Ouais, là, comme ça, tout de Ok. suite. Je te lance comme ça. Eh ben écoute, la déchéance de Yann. Oh, c'est beau ça. Remplace avec Anne-Claire pour voir. Allez, tout de suite, c'est le piège en nous. Alors, donne-nous un petit peu les règles de ce jeu machiavélique que nous avons mis en place. Machiavélique. Ouais, pardon, mais très souvent, on est machiavélique l'un l'autre pendant 1 minute 30, non, 1 minute top chrono. Et c'est presque d'ailleurs la seule minute où on se le permet. Ah bon? Oui. Ah, oui. bon, oui, d'accord. oui. Crois-moi que t'as encore rien vu. Hein, donc... Comment? En fait, on se pose chacun mutuellement une question. On a 1 minute pour y répondre. Et si on trouve, tant mieux. Et si on n'a pas trouvé, on a le droit de se moquer de l'autre. Bah, vous voyez, n'empêche que pendant cette minute, on fait n'importe quoi et on fait ce qu'on veut. Alors, arbitre Anne-Claire, qui commence entre toi et moi? La dictature a décidé que c'était vous qui commenciez. Donc, à poser ma question. Oui. Très bien, voici donc ma question. Ce qui est bien, j'aime bien les réponses courtes, mais aussi les questions courtes. Je sens qu'elle est horrible. Moi, j'aime bien. Quel pays comporte le plus grand nombre de pyramides? Voilà, c'est fait. T'as 1 minute pour me donner le nom du bon pays. Moi, je suis sûre que c'est... Ah! Mais encore, parce que là, ça fait 15 secondes que le chronomètre a commencé, tu m'as pas sorti un seul pays quand même. Hein. Non, mais ça peut pas être le pays que tout le monde connaît. On sait pas, tant peut-être. L'Égypte? Bon, non, forcément. Voilà, on est d'accord. C'est un piège en nous, hein, c'est pas un facilitons-nous la question. Peut-être l'Inde? Non. Non, c'est pas l'Inde. Non, La Chine? bah non. Non, c'est pas la Chine, non. Non. La Corée? Laquelle? La Corée de l'Est, de Non. l'Ouest? Non. Sud? Non. Pourquoi me demander quelle Corée? Non, c'est pas la Corée du tout. Hein. C'est pas la chorégraphie non plus. Non, je confirme. Non, on danse pas, vaut mieux pas. C'est pour ça que c'est de la radio d'ailleurs. Du coup, le Maroc? La Tunisie? Non. L'Espagne? Non. La France? Bon, non. L'Islande? Bon, non. La Russie? Bon, non, puis c'est Ok. fini. Donc, Ah. Bah oui, donc en même temps. Bon, allez, vas-y. Si je te dis que l'Égypte comprend 118 pyramides, mais contrairement à ce que l'on pense, effectivement, l'Égypte n'est pas le pays L'Ouzbékistan. qui comporte le plus grand nombre de pyramides. Il est beaucoup plus connu que l'Ouzbékistan, ce pays. L'Ouzbékistan, c'est pas ça du tout, c'est même presque à l'autre bout du monde, hein, quelque part, hein, Le par Kurdistan. rapport au Soudan. Eh Hein oui, ça finit en dents, mais c'est pas la même. Ah oui, le Soudan, en Afrique, en fait, comporte 255 pyramides qui ont été construites en 2000 avant Jésus-Christ. Oui, parce qu'en fait, le Soudan, ça faisait partie de la Nubie à l'époque. Et cette région-là, du Soudan, était pendant l'Antiquité le siège de 3 royaumes couchites, qui étaient à la fois ennemis et amis des Égyptiens. Voilà, et ben c'est eux qui ont beaucoup construit de pyramides. Et oui. Eh ben, écoute, ça m'embouche un coin. Ouais, c'est fait pour ça le piège en nous, non? C'est pas faux. Vas-y, bouge mon coin à moi. Dit comme ça, sorti de son contexte, c'est très étrange. Bien entendu, ce sera extrait, transformé et modifié. Évidemment, en bêtisier. Alors Voilà. dis-nous tout sur ta question. Je sens que ça va être aussi un domaine dans lequel je suis nul. En même temps, il n'y a pas beaucoup de domaines où je suis bon, donc Oh, ça règle le problème. qu'est-ce qu'il est négligent avec lui-même. Alors, que signifie avoir la fièvre de Bercy? Expression utilisée au 19e siècle. De Bercy comme Paris-Bercy. Oui, D'accord. C'était le nom d'une personne? j'ai pas compris. Bercy, c'était le nom d'une personne à l'époque au 19e siècle. Pas ma connaissance. Oh oui, donc en fait, elle sait même pas. Bah si, j'ai la réponse, mais Oui, ça oui. Mais... j'ai pas été faire 36 recherches non plus. Hein. Répète-moi l'expression. Que signifie avoir la fièvre de Bercy? C'est une maladie ou un truc comme ça? Ou un docteur, Non. un médecin? Non. Non. Bercy. Bercy, c'est le nom d'un lieu? Non. Non. Si je trouve le nom Bercy, l'origine, que je trouverai pas en moins d'1 minute, je trouve l'origine de l'expression? Non plus. Non plus, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça a rapport avec la fièvre? Non. Avec la santé? Oui, Mais quelque encore. part. Quelque part, ça peut avoir un rapport avec la santé. La santé, oui, bah,
La santé n'est pas bonne chez moi, donc je pense que tu peux directement donner la bonne réponse. Ah bon ? Ah oui. Ok. Cela veut dire être ivre, avoir les dents du fond qui baignent, ou encore avoir des chaussures à bascule. J'ai tellement de synonymes à pouvoir te donner. Et est-ce que tu sais pourquoi ? Non. Et en quel honneur tu as choisi cette question ? Il y a un message me concernant, là, à travers cette question ? On sait tous que tu es alcoolique. Ah oui, bah oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça que c'est de la radio et qu'on ne me voit pas. D'ailleurs, Voilà. Consommer avec modération, bien sûr, à l'école. Donc, avoir la fièvre de Bercy signifie effectivement être ivre parce que, au 19e siècle, eh bien, les 42 chais de Bercy sont d'anciens entrepôts servant de halles de vin, abritant autrefois le plus grand marché viticole du monde. Eh ben, c'est bon à savoir, moi je dis. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Claire. Eh ben, on a encore brillé par notre... Incompétence, oui, bah, on peut le dire, notre inculture, hein, notre tous les mots qui finissent en un, mais qui ne sont pas très optimistes, on va dire ça. Ah, je veux pas dire, mais dis donc, on s'est encore bien marré et à mon avis, on a encore appris plein de choses. Exactement, et puis malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission, Anne-Claire. Ah, ça y est, j'ai entendu. Eh oui, bah ouais, c'est comme ça. Hein. Oh non. Bah oui. Bon, bah il est déjà l'heure de se quitter. Moi, j'ai passé un agréable moment avec vous. J'espère que Yann aussi, bien que j'espère qu'il ait surtout passé un très mauvais moment avec moi. Comme exactement le temps que tu as mis pour prononcer cette phrase. Ça s'appelle le karma. Hein. Nous vous remercions de nous avoir écoutés sur la fréquence de votre radio préférée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et des autres. On vous dit à la semaine prochaine. Des bisous tout le monde. Merci beaucoup Anne-Claire, merci à nos chers auditeurs également, et puis à la semaine prochaine pour avoir une bonne réponse, j'espère. Je sais pas, on verra si je suis là. Je sais pas non plus si j'aurai une bonne réponse, mais bon. Merci Anne-Claire, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Yann, des bisous.